Bonjour à toutes et à tous pour notre deuxième conférence virtuelle avec la collaboration d'Autodesk. On va vous en parler du BIM dans la maîtrise d'œuvre. Comme je vous avais dit, ceci est notre deuxième conférence. La première était au début d'année où nous étions en présence d'Autodesk pour vous en parler de le BIM, l'avenir de la construction. Cette conférence est titulée le BIM dans la maîtrise d'œuvre. Et puis, en passant, si je passe au prochain slide, je peux vous accueillir chaleureusement, mes collègues, mon ami monsieur Emmanuel Di Giacomo. Je pense que vous le connaissez tous en tant que son blog abcdblog.fr, un blog dédié au BIM ici en France. Emmanuel, il est Business Development Manager Autodesk Europe pour le BIM écosystème. Et merci beaucoup, Emmanuel, d'être parmi nous ce matin. Après, nous avons monsieur Rahul Shah, mon collègue de BSI en Angleterre. Rahul, c'est le Sector Development Director Europe pour le Built Environment ou la construction de BSI. C'est lui qui nous aide à développer des programmes pour l'industrie, pour le secteur avec le besoin. En passant maintenant à notre slide ici, je peux vous présenter un peu le déroulement de notre conférence ce matin. Ça va commencer par moi avec une petite présentation, une petite synthèse de ce que nous avons vu la première fois fin janvier. Ensuite, il y aura une présentation d'Emmanuel sur la maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être beaucoup plus performant et plus efficace dans vos projets. Ensuite, Rahul, il nous parle de business value of BIM for designers, ou plutôt la valeur ajoutée du BIM dans la maîtrise d'œuvre. Il y aura une session de questions-réponses à la fin. Et puis ensuite, une petite conclusion où nous allons tous allumer nos caméras. Quelques points administratifs. Juste pour vous dire que vous êtes sur la plateforme digitale de GoToWebinar. Vous avez un petit espace pour faire des chats, pour nous poser vos questions. Si nous ne pouvons pas répondre à vos questions au temps, vous aurez une réponse après l'événement. Et puis aussi, l'enregistrement sera disponible après ce matin pour regarder encore une fois ces présentations. Et puis, le dernier point administratif, vous êtes tous en mode silence. Votre micro sera coupé pendant l'événement. Le seul moyen d'échanger avec nous sera à travers le chat dans la plateforme GoToWebinar, comme je vous avais indiqué avant. Bon, maintenant, moi, j'aimerais bien faire une petite synthèse très vite de ce que nous avons vu avec mes collègues début d'année. Là, en haut, vous avez le conseil de direction de BSI avec tous les membres de ce conseil. Et puis en rouge, vous avez monsieur Pietro Foschi, notre Group Director Assurance Services. En fait, c'est le directeur groupe de tout ce qui est certification système, certification produit et la formation. Lui, il nous a donné une petite perspective sur BSI,
Vous avez là, vous avez à droite les secteurs principaux où nous sommes présents. Bon, la santé, l'alimentation, la construction, l'aérospatiale et puis l'automobile et plein d'autres. Et puis en passant au prochain slide, là, vous avez, ça j'ai pris depuis la présentation de Pietro début d'année. Vous avez à gauche notre quartier général historique à Chiswick, à Londres. Et puis voilà, vous avez les points clés de BSI dans le monde. BSI, 5 millions de salariés, 12 000 experts techniques, membres fondateurs du groupe ISO. Et puis notre motivation, c'est bien inspirer la confiance pour un monde beaucoup plus résilient. Inspiring trust for a more resilient world. Ensuite, nous avons, encore une fois, j'ai repris cette plaquette depuis ce que Pietro nous a montré. C'est un petit ensemble de toutes les grandes normes ISO dans le monde qui ont été développées depuis des normes d'origine de BSI. Vous voyez ce qui est entouré en rouge, Building Information Modeling, le BIM. C'est une norme ISO qui existe depuis 2019. C'était basé sur des normes de BSI de fin des années 2010. Si vous regardez en haut, à gauche, vous allez voir la norme ISO 9001. Bon, tout le monde connaît ISO 9001, mais saviez-vous que c'était basé d'origine sur une norme de BSI à l'époque? Et puis, tout ça pour dire que voilà, beaucoup de grandes normes ISO d'aujourd'hui, quel que soit l'organisme certificateur, est basé sur les normes d'origine de BSI. Et puis cette plaquette-là sera vous envoyée à l'issue de cet événement. À la fin, vous saurez, on vous envoie un lien pour regarder l'enregistrement avec quelques informations, y compris cette plaquette-là, qui est très important et puis vous donne la bonne autorité de BSI dans le monde. Maintenant, j'aimerais vous présenter Emmanuel, qui va nous donner un petit aperçu sur ce que vous pouvez faire pour améliorer la performance et l'efficacité de vos projets BIM. Et puis, bon, tout le monde te connaît très bien, Emmanuel. Pas besoin de présentation. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard, et merci donc à BSI à nouveau. Donc voilà, donc très bien. Donc effectivement, on va faire un tour d'horizon de ce que le BIM peut apporter pour la maîtrise d'œuvre. Alors on sait que ça apporte beaucoup d'avantages. Alors je vais juste rappeler malgré tout que donc ce webinaire, on a souhaité le faire aussi pour les sociétés qui n'ont pas forcément encore franchi le cap du BIM, qui se demandent, donc dans le domaine de la maîtrise d'œuvre, qui se demandent pourquoi finalement c'est important de passer au BIM. On en parle beaucoup, mais il y a aussi encore beaucoup de gens qui n'osent pas franchir le pas. Pour différentes raisons, hein, parfois par crainte, parfois par manque d'investissement. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas vraiment ce que ça pourrait vraiment leur apporter. Donc, l'objectif de ce webinaire, vous allez voir pour certains qui sont déjà des habitués du BIM, il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà. Donc, l'idée, c'est quand même de faire un tour d'horizon de ce que le BIM peut apporter. Mais pour comprendre en fait pourquoi le BIM est important, il faut aussi se rappeler qu'on est sur une planète où finalement en 2017 on était 7 milliards sur la planète avec 3,5 milliards de personnes concentrées dans les villes. Et d'ici 2050, on sait que nous serons 10 milliards, donc 3 milliards en plus,
qu'on aura 7 milliards de personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la population actuelle, qui sera concentrée dans les villes. On sait les problématiques actuelles qui sont liées à l'environnement et les problématiques de ressources qu'on est obligé d'aller chercher parfois très très loin. Alors les ressources, que ce soit les matériaux, mais aussi l'impact que le bâtiment a finalement sur tout l'environnement, que ce soit au moment de la fabrication, mais ensuite au moment de la vie du bâtiment. Donc il y a vraiment un besoin de concevoir et de produire différemment, une manière plus efficace. On sait que du coup, là, avec ces 10 milliards de personnes qui vont arriver, dont 7 milliards dans les villes, on va doubler la taille justement de ces villes. On sait qu'il y a à peu près 200 000 personnes par jour qui arriveront dans les villes, et on sait, les chiffres en fait donnent à peu près 1000 à 1500 bâtiments à construire par jour, ce qui est énorme. Et on sait qu'avec les techniques actuelles de construction, qui restent malgré tout très classiques, on ne va pas forcément y arriver. Il y a aussi une problématique qui est liée au départ d'un certain nombre de personnes à la retraite, une grande partie des baby boomers, qui sont maintenant des baby boomers clairement. Donc il va falloir trouver des différentes manières de produire. On sait aussi que les jeunes s'intéressent pas forcément justement au secteur du bâtiment, parce que c'est un secteur qui est difficile, qui est compliqué, etc., qui ne paye pas forcément. On sait que, donc c'est ce que je disais précédemment, que la production dans le secteur de la construction n'a pas beaucoup évolué. Si on regarde ce schéma-là sur à peu près sur les 20 dernières années, on voit que le secteur de la construction, c'est le secteur qui a le moins progressé. Et ça, c'est directement lié à l'investissement en numérique qui est fait dans le domaine du bâtiment, qui est extrêmement faible. Je lisais ce matin un rapport suite au plan France Relance en France, qui disait que finalement les moyens, alors je crois qu'on parlait de 60 millions d'euros qui avaient été mis à disposition pour les professionnels du BTP, ils ont été en grande partie utilisés pour faire des sites web. Donc, ce qui est déjà pas mal, c'est un premier pas de digitalisation si vous voulez, mais ça montre le chemin qui reste encore à faire pour les entreprises pour qu'elles digitalisent leur processus de construction. Et je ne parle même pas de construction hors site, etc., parce que là, on en est encore très loin, malheureusement, contrairement à nos voisins britanniques qui sont très en avance. Donc, avec ce défaut de production dans le secteur de la construction, il faut absolument changer justement tout cela. Mais pour comprendre pourquoi c'est d'autant plus important, il faut regarder les tendances. Les bâtiments, ils sont de plus en plus complexes, de plus en plus hauts, de plus en plus exigeants en termes de performance, qu'elles soient énergétiques, etc. Les bâtiments sont de plus en plus connectés. On voit qu'il y a une résurgence de la préfabrication dont on avait beaucoup entendu parler dans les années 70. Les modes de production aussi sont en train de changer, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus d'expérimentation au niveau de l'impression 3D, que ce soit à petite échelle ou alors à grande échelle directement sur les chantiers, ce qui est assez exceptionnel. Notamment, on imprime des pans entiers, voire des bâtiments complets en 3D, ou alors des morceaux complets. Autrefois, ça se limitait à simplement certains, par exemple, des regards pour les eaux usées ou les OVN, etc. Maintenant, on voit que ça se propage encore plus. La robotisation aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de robotisation dans le secteur du bâtiment, ce qui est bien parce que ça permet d'éviter certains travaux à forte pénibilité pour les ouvriers. Ça ne veut pas dire que ça va leur prendre leur travail, parce que ça veut dire qu'il y aura une évolution finalement des métiers actuels du bâtiment. Il y aura besoin de personnes pour programmer les robots, pour les construire aussi, pour les développer. Donc ça va complètement changer aussi le paradigme finalement des outils de production du bâtiment. Et on a de plus en plus de senseurs et de capteurs dans le bâtiment qui nous permettent de contrôler en temps réel les températures, les présences de personnes, etc. Alors,
tout ça, les grands marqueurs, c'est la production. Hein, la production intellectuelle, déjà, elle est en train de changer. Hein, on ne conçoit plus comme on concevait il y a 20 ans, même si encore une grande partie de la population du bâtiment qui n'est pas encore digitalisée ou alors qui travaille un peu à l'ancienne, comme il y a 20 ans. La production physique, hein, je parlais de l'impression 3D, de la préfabrication de certains éléments ou de modules complets de bâtiments, ce que les Britanniques appellent les méthodes modernes de construction. Donc tout ça, c'est en train de changer. Ça veut dire que c'est en train de changer, ça va changer vos habitudes de production. La nature de la demande aussi a changé. Hein. Vous avez constaté que les maîtres d'ouvrage, ils sont très au courant de ce que finalement des processus tels que le BIM peuvent apporter. Que ce soit au niveau local et international, et on voit qu'il y a de plus en plus de demandes de maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, pour que leur bâtiment soit conçu et construit justement intelligemment et en BIM. Il y a aussi quelque chose qui est en train de changer, là on l'a vu les derniers mois, c'est la prise de conscience des pouvoirs publics au niveau européen, des différents gouvernements, de l'importance, ce qui n'était pas forcément le cas d'ailleurs en France, de l'importance du numérique pour justement atteindre les objectifs de performance énergétique et de réduction de l'empreinte carbone. Hein. C'est une évidence, hein. Sans le numérique, on n'y arrivera pas. Ou alors, on mettra 10 fois plus de temps. Et enfin, les produits aussi, hein, c'est-à-dire que les spécifications des produits, justement, maintenant, on est en train de les intégrer dans les fameuses maquettes BIM pour pouvoir, comment dire, anticiper et simuler les futures performances du bâtiment. Donc ça, c'est très important. Et aussi, les produits sont ces fameux capteurs et senseurs qu'on met dans les maquettes pour ensuite exploiter un jumeau numérique du bâtiment pour une meilleure exploitation et maintenance. Tout ça, vous avez constaté que le dénominateur commun, c'est finalement les informations qu'on va mettre dans les futures maquettes dont je vous parlerai après. Et le BIM, hein, qui est un processus collaboratif hein, qui permet à tous les acteurs du projet de travailler ensemble dès les premières phases, hein, esquisse, en passant par les phases de construction, etc., jusqu'à la phase d'exploitation et maintenance. Le fameux Building Information Modeling, dont le processus BIM, qui n'est pas un logiciel, bien entendu, ou qui n'est pas un format de fichier, que ce soit IFC ou autre, c'est un processus. Certaines personnes parlent d'ores et déjà de Better Information Management parce que finalement, tous ces modèles, toutes ces données qu'on va avoir même en temps réel, hein, puisque quand on a des capteurs, c'est de la donnée temps réel hein, qui nous permet de monitorer le bâtiment. Bah, tout ça, ça va nécessiter de mieux gérer justement ces informations du projet qui sont la clé. Alors pour ceux qui sont en ligne et qui ont vécu toutes ces transitions comme nous, hein, de BSI et Autodesk, pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut quand même faire un petit retour en arrière très rapide. Il faut voir les grandes ruptures technologiques qu'on a eues ces dernières années. On a eu le passage de la table à dessin au dessin finalement 2D, mais sur ordinateur dans les années 80-90, avec notamment AutoCAD qui a constitué un bouleversement radical puisque c'était vraiment un passage au numérique pour beaucoup de bureaux d'études et d'agences d'architecture. On a eu l'ère de ce que certains appellent la maquette numérique, qui est un terme que je trouve un peu limité parce que ça n'intègre pas cette notion d'information. Donc, je préfère utiliser le terme BIM. Donc ça, c'était dans les années 2000. Ça a évolué puisque vous aviez certains professionnels qui travaillaient tout seuls dans leur coin, ce qu'on appelait en BIM solo. Maintenant, on a de plus en plus de projets qui se font de manière ultra collaborative entre tous les acteurs du projet. Et nous, on considère maintenant qu'on est dans l'ère du BIM connecté, c'est-à-dire le BIM plus la puissance du cloud dont je vais vous parler. Et on a une grande rupture aussi qui s'est produite il y a malheureusement maintenant, il y a 1 an et demi avec le Covid, qui a finalement c'est un mal pour un bien, mais ça a poussé aussi un certain nombre de sociétés à se rendre compte de l'importance du numérique et du coup, on a vu pas mal de sociétés se numériser. Certaines utilisaient des solutions de collaboration distante, donc ça a apporté quand même cet avantage.
les défis du secteur du bâtiment, on les connaît tous. Le problème, c'est qu'entre nous, entre architectes, bureaux d'études, entreprises, constructeurs, fabricants de produits, etc., on n'a pas forcément envie de partager nos données parce qu'on considère que c'est notre savoir-faire et que c'est notre propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un vrai défi. Ça empêche justement cette digitalisation d'aller plus vite. On a la continuité de la documentation, c'est-à-dire que quand on passe souvent d'une personne, enfin d'une entité à une autre, souvent les gens recommencent à zéro, redessinent complètement les plans, remodélisent, etc. Donc on a un vrai problème de la continuité. Et souvent, à la fin de la construction, quand on livre le projet, on se retrouve avec un dossier des ouvrages exécutés, souvent sous format papier, qui d'ailleurs n'est pas du tout, peut ne pas être recollé par rapport à la réalité construite. Et enfin, tout ça, ça impacte les relations entre les personnes, hein, puisque contractuellement parlant, si on fait des erreurs sur les documents, bah, forcément, il y a des responsabilités. Alors, il y a un certain nombre de catalyseurs qui font que les processus se transforment et qui permettent de comprendre justement cette importance. La communication du projet, grâce au BIM, se fait de manière différente. Elle est beaucoup plus optimale, hein, puisque déjà on a la notion de troisième dimension. Premièrement, on peut manipuler les maquettes dans tous les sens et du coup, on sait que c'est le premier plus gros avantage. Hein. Ça représente 95% quand on fait des enquêtes de satisfaction d'utilisation du BIM. Deuxièmement, les décisions. Les décisions sont maintenant basées sur des faits et non plus sur une expérience acquise au fil des ans. On ne dit plus, ah bah tiens, une rénovation, c'est 1 000 € le mètre carré, etc. Ou alors, tiens, bah, si on met tel type d'isolant, bah, on va arriver à une performance, etc. Les vrais professionnels actuels, finalement, ils s'appuient sur les données des maquettes BIM pour effectuer ce qu'on appelle les STD, des simulations thermodynamiques, des calculs de performance structurelle, etc. Tout cela, ça génère des informations, beaucoup d'informations, du big data, puisqu'en fait, c'est les informations contenues dans les maquettes BIM qui nous permettent d'effectuer ces simulations diverses et variées, mais qui nous permettent aussi, grâce à l'intelligence artificielle et au generative design, d'obtenir différentes versions, des centaines, des milliers de versions, à partir de contraintes qu'on va injecter dans un système, un logiciel, etc., et d'objectifs. Et donc, tout cela, ça va générer du big data, de l'information. Alors, il y a aussi des tendances qui aident à la mutation de ces processus. On voit qu'il y a de plus en plus de réglementations BIM au niveau international, j'en parlerai après, qui obligent à l'utilisation du BIM, notamment dans le domaine des infrastructures. Les conceptions sont de plus en plus connectées, c'est-à-dire que maintenant, avec de la programmation visuelle dans des logiciels du type Revit, eh bien, on peut totalement connecter les informations, les récupérer pour déclencher des actions, etc., automatiser des tâches qui seraient à faible valeur ajoutée, etc. Les simulations sont omniprésentes dans les projets qui se font justement de manière digitale, ce qui permet justement, comme je le disais, de prendre les bonnes décisions dès les phases amont. Les équipes projets sont de plus en plus en mode collaboratif. Donc, on peut travailler à distance en BIM niveau 2, c'est-à-dire qu'on va s'échanger les maquettes sur un serveur, ou en BIM niveau 3, temps réel, ce qui permet de travailler en temps réel tous ensemble. Et enfin, l'une aussi des grosses tendances actuelles, c'est la préfabrication et le hors-site qui permettent vraiment de construire plus vite et de pallier à tous ces problèmes de productivité du secteur. Je vous parlais des obligations du BIM. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, ben oui, on a des obligations quasiment partout, en Amérique du Sud, Pérou, Mexique, Brésil, Chili, etc. L'Allemagne, vous avez une obligation du BIM depuis 2019-2020. Ça a été introduit par palier. Vous avez bien entendu le Royaume-Uni qui est le leader de ce point de vue-là. La Norvège, tous les pays nordiques, etc., ont tous une obligation du BIM. La France, on a juste une recommandation pour l'utilisation du BIM avec le plan BIM 2022, mais ça s'arrête là. Et on voit bien que bien entendu, le rythme d'adoption du BIM n'est pas le même quand vous avez juste une recommandation plutôt qu'une obligation.
Alors pour ceux qui se posent la question de passer au BIM, la réponse souvent c'est de se dire ah oui mais c'est pas pour nous parce que c'est que pour les grands projets, que pour les grandes entreprises. Alors c'est vrai qu'on voit des grands projets comme par exemple le One World Trade Center sur votre gauche, donc conçu par la grande agence SOM, ou alors la tour Gensler à Shanghai, très belle tour designée par l'agence américaine aussi Gensler. Mais comment dire, on a aussi des tout petits projets. Donc là, j'ai voulu mettre deux exemples modestes, hein, une rénovation à droite d'un pavillon des années 20. Pourquoi c'est important là, le BIM? Parce que on peut extraire des quantités, faire une simulation thermodynamique, communiquer le projet au client, etc. Ou à gauche, sur un petit projet neuf, eh bien pareil, on peut extraire la documentation du projet, faire de la visualisation, faire de la réalité virtuelle. C'est quelques avantages, c'est ce qu'on appelle les cas d'usage qui vont déjà être très pratiques. Alors quand on pense à BIM, on pense tout de suite à 3D, mais bon, le 3D, c'est le plus petit dénominateur commun, mais comme certains le disent, on peut faire du BIM déjà à partir d'un fichier Excel, à partir d'informations qu'on viendra injecter ensuite dans des maquettes BIM. Ici, vous voyez, c'est la quatrième dimension, c'est-à-dire le temps. Donc, on vient reconstituer un projet, donc ici on est à Hudson Yards à New York, où on reconstruit virtuellement le projet pour voir comment on va être obligé de s'organiser logistiquement parlant et pour montrer aussi aux personnes ce que ça va impacter sur leur quartier. Et la cinquième dimension, c'est la dimension des quantités et les coûts justement associés aux quantités. Alors le BIM, vous voyez ici comment vous avez l'architecte qui conçoit son projet et qui peut faire des formes assez complexes dans le même logiciel. Donc là, en l'occurrence, on est dans Revit. Ce modèle, il est transmis au BET structure qui va faire ses descentes de charge. L'architecte, vu qu'on est en mode collaboratif, va pouvoir le récupérer, continuer la conception de son projet, venir faire, comment dire, une verrière à l'extérieur du bâtiment. Il va pouvoir, comment dire, faire tout un système de façade en mur rideau. Donc, vous voyez, on peut avoir des formes anthropomorphiques, hein, pas besoin de ressortir pour aller sur d'autres logiciels de modélisation pure. Là, en fait, on va directement placer les murs rideaux à l'extérieur et on va obtenir une maquette assez complexe comme celle que vous avez là. Et ce qui est important et intéressant, c'est que le modèle BIM, il est géoréférencé, ça c'est primordial. Pourquoi? Pas uniquement pour son implantation future, mais pour pouvoir aller récupérer les données de la station météo la plus proche et ensuite faire des calculs de besoins en chaud et en froid de ce bâtiment. Donc vous voyez à l'intérieur, vous avez toute la plomberie, toute l'électricité, tous les luminaires et tout ça, ça a été dimensionné automatiquement par des algorithmes de calcul à l'intérieur du bâtiment pour faciliter la vie des concepteurs. Et ensuite, à partir de cette même maquette, hein, je parlais de communication du projet, ben, on va pouvoir extraire des vues photoréalistes du même bâtiment, soit directement, par exemple, là dans Revit ou dans 3ds Max, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et ensuite, pour conclure sur ce processus BIM, il faut comprendre que c'est chacun va faire sa maquette, l'architecte fera sa maquette, le bureau d'études structure va récupérer la maquette, vous la voyez à l'écran, et le BET CVC plomberie Elec fera lui aussi sa ou ses maquettes, et ça pourrait se décliner à l'infini. Contrairement à un processus CAO, il faut comprendre que quand on faisait la CAO, en gros, c'était les documents CAO qui donnaient la consistance au projet, qui donnait sa réalité au projet. Là, ce que vous voyez à l'écran, tous les documents projet, plan, coupe, façade, détails, etc. que vous voyez à l'écran, tout ça, c'est dynamiquement extrait de la maquette BIM que vous avez vue tout à l'heure. Il n'y a pas eu besoin de dessiner. Les seuls dessins ou traits qu'on va rajouter, c'est pour rajouter les détails en fait constructifs de finalement comment est-ce que cette étanchéité comment dire, se connecte avec la dalle, etc. Comment on gère certaines intersections. On ne va pas tout modéliser en 3D hein, sur un projet. Vous avez 60 à 80% d'un projet en général qui est modélisé en 3D. Le reste, c'est de la 2D. Donc, c'est important pour vous de comprendre cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de, d'avantages, vous allez gagner du temps parce que automatiquement, tous les plans, les coupes, les façades sont faites. Et dès qu'il y a une modification à n'importe quel endroit du projet, plan, coupe, façade, etc., elle va être répercutée sur toutes les autres vues.
Alors en général, quand on commence un projet, on va faire un relevé. Les relevés maintenant se font de manière digitale aussi, donc vous voyez avec des scans laser sur trépied. Donc ici, on navigue dans un nuage de points 3D et ce nuage de points 3D, on va l'intégrer directement, ici on est dans Revit, dans la maquette pour rajouter, vous voyez, quelques murs, quelques sols, etc. Et bien entendu, le scan, la capture, ce qu'on appelle la capture de la réalité, peut tout à fait s'effectuer aussi sur des grandes infrastructures comme ce pont de San Francisco que vous voyez à l'écran. Et là, après, on va utiliser des technologies du type RECAP pour venir nettoyer, analyser le plan, etc. Mais si on n'a pas les moyens de se payer un scan laser ou si on a besoin d'aller très vite pour reconstituer, par exemple ici, un modèle 3D d'un terrain, on va utiliser des drones. Vous avez vu le monsieur qui pilotait son drone. À partir de photos, on va faire ce qu'on appelle de la photogrammétrie. Donc, on va mettre les photos dans un dossier et on va demander à des technologies comme Recap Photo, de chez Autodesk, de reconstituer automatiquement un modèle de nuage de points qu'on va être aussi capable d'utiliser pour le géoréférencer et venir ensuite, donc le géoréférencer pour avoir la position parfaite du soleil par rapport à l'orientation du petit projet qu'on va faire, que vous allez voir à l'écran. Et là, ensuite, on va pouvoir faire, par exemple, des études d'ensoleillement. Alors, l'utilisation de la capture de la réalité, elle est intéressante, notamment dans le domaine de la rénovation, que ce soit des monuments historiques ou des bâtiments à caractère historique intéressant, comme ce théâtre lyrique de Milan, où là, en seulement 4 jours, et à partir de 550 nuages de points qui représentent plus de 10 milliards de points, on a été capable de reconstituer cette maquette du théâtre lyrique. Donc, on gagne beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité. Si on regarde l'année dernière les lauréats des BIM d'or 2020, on voit à gauche, vous avez la Villa Ledoux, qui est une rénovation d'un petit pavillon des années 50. Et vous avez à droite cette rénovation de 552 logements de mémoire de la cité cheminote à Chelles. Donc tout ça, ça a été complètement scanné au laser. Les nuages de points ont été nettoyés avec du RECAP, ont été intégrés dans Revit. Il y a eu des simulations thermiques dynamiques avec des logiciels externes spécialisés dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment très très intéressant. Alors certains se disent oui, mais le BIM pour la créativité, ça limite les choses, etc. Ce n'est pas vrai. Et le BIM, il y en a aussi. Enfin, certaines personnes pensent que ça ne commence qu'en phase exé ou qu'en phase projet un peu avancé, eh bien pas du tout, hein, avec des technologies du type comment dire, Formit que vous voyez à l'écran, bah, vous allez pouvoir sur une tablette ou sur votre ordinateur directement vous géoréférencer, tirer, pousser des formes comme ce que vous voyez ici. Et là, on a un petit projet en ce qu'on appelle en niveau de détail LOD 100. Donc là, on est sur l'île Saint-Germain. Et là, vous voyez, c'est simple, il n'y a aucun détail de mur, etc. parce qu'on est plutôt dans l'étude des formes. Et là, vous voyez, on a 2 tours, en fait. Enfin, on a un bâtiment et un immeuble de logement à côté. Et en fait, ils vont être rejoints par une petite passerelle, comme ce que vous voyez à l'écran. Et ensuite, dès qu'on aura fait tout cela, on peut sélectionner ces éléments-là, obtenir déjà des infos, vous voyez, surface de plancher, etc., le volume du bâtiment, et surtout, on va pouvoir faire une étude d'ensoleillement très rapidement, puisqu'encore une fois, on est géoréférencé. Le BIM aussi, en termes de communication, c'est super important. Ça va vous permettre de mieux communiquer votre projet. Vous voyez qu'on va avoir tout de suite les représentations des matériaux. Là, on est dans Revit. Pour ceux qui sont traditionnels, un peu comme moi, on pourra repasser en face cachée. C'est assez beau, hein, les rendus face cachée aussi. On peut en passer en rendu photoréaliste, utiliser les moteurs de rendu qui intégrés finalement au logiciel. On peut faire des zooms, vous voyez, temps réel pour voir le niveau de détail des éléments. On peut aussi aller naviguer à l'intérieur de notre projet pour voir finalement les ambiances lumineuses à l'intérieur de ce projet. Vous voyez, vérifier un certain nombre de détails. On pourrait allumer des lumières, etc., faire un rendu avec une ambiance et vraiment les matériaux qui vont se retrouver
à l'intérieur de notre bâtiment. Et ensuite, on va gagner en temps aussi pour la représentation du projet, parce que comme vous le voyez sur cette façade, on peut rajouter par exemple des ciels en fond d'écran. On peut avoir la représentation, vous voyez, précise. Ensuite, des arbres, on peut avoir les ombres portées, bien entendu, de manière dynamique. Et on peut bien entendu avoir aussi la représentation des arbres réalistes. Donc ça, c'est un exemple de l'agence Brunet-Saunier Architecture, c'est l'hôpital universitaire de Genève. Ce sont des pionniers du BIM, hein. Brunet-Saunier, ils ont franchi le pas il y a à peu près une vingtaine d'années. Et là, vous voyez qu'on peut avoir aussi des choses très simples en maquette blanche. Donc vous avez un rendu photoréaliste à gauche, vous avez un rendu face cachée à droite. Donc c'est vraiment très puissant pour faire comprendre à quoi ressemblera notre projet. Ici, c'est toujours Brunet-Saunier, c'est l'Institut Mines Télécom en haut à droite et en bas, c'est l'Institut Paoli-Calmette. Donc, on voit qu'on peut avoir de très, très beaux rendus, ce qui permet de convaincre la maîtrise d'ouvrage et vos clients. Mais ensuite, la phase ultime, c'est quand même de faire de la réalité virtuelle. Donc, à partir de ce modèle, on va compiler vers des moteurs de jeu du type Unity ou Unity ou Unreal, excusez-moi, ou des solutions du type Enscape, et on pourra se promener, vous voyez, changer le type de mobilier. Donc, on peut aller très loin en visualisation à partir de ces maquettes, et aussi on peut faire de l'impression 3D. Donc, vous voyez cette petite maquette imprimée en 3D au centre, c'est vraiment très pratique. À gauche, c'est la programmation visuelle dont je vous parlais, qui permet d'aller plus loin pour faire des formes encore plus complexes que ce qu'on peut faire dans les logiciels. Mais si on veut réussir ces projets, hein, quand on décide de passer au BIM, eh bien, l'interopérabilité, c'est vraiment la clé de voûte de la réussite BIM. Et l'interopérabilité, il y a tout d'abord l'interopérabilité ouverte avec le format IFC. Le format IFC, il a différents MVD, c'est-à-dire des définitions de vue de modèle, que ce soit pour l'architecture, la structure ou le MEP. Des solutions comme Revit sont certifiées, par exemple, structure et architecture ainsi que MEP en import et en export, et il faut toujours vous assurer que vos logiciels soient certifiés, parce que l'OpenBIM, qui est un format, donc l'OpenBIM et le format IFC, qui sont des formats d'échange et pas de travail, sont très importants dans le processus BIM. Alors après, on a d'autres formats, un GBXML pour les performances énergétiques, le COBI qui est demandé au Royaume-Uni. Pour tout ce qui est territorial, on va avoir CityGML, LandXML. Mais n'oubliez pas non plus que l'interopérabilité, il faut pouvoir aussi travailler avec des outils classiques, Rhino, etc. La collaboration, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, la collaboration elle est hyper importante entre tous les intervenants du projet, que ce soit les architectes, les bureaux d'études et les entreprises. Vous voyez à l'écran, il faut qu'ils puissent collaborer, travailler sur leur maquette en temps réel, en BIM niveau 3, comme ce que vous voyez à l'écran, s'échanger, se dire, ben voilà, à tel endroit, il y a un problème, etc. Calculer des quantités directement dans un navigateur Internet, aller voir qui a modifié le fameux projet, voir les interférences qu'on appelle les clashs, envoyer des notifications aux personnes concernées. On peut travailler bien sûr sur les modèles numériques de terrain, bien entendu, et on peut avoir une vue temps réel comme celle que vous voyez à l'écran, un tableau de bord, avec des solutions comme BIM, Collaborate Pro, qui vous permettent de voir ce qui ne va pas. Le Generative Design, je vous en ai parlé, c'était utilisé à l'origine sur les objets. Mais on voit qu'en architecture, on peut tout à fait, par exemple, intégrer les données d'un PLU et demander, vous voyez, avec des petits curseurs tout en haut à droite, faire varier les données du PLU, changer l'épaisseur d'un bâtiment, sa hauteur, le nombre d'étages, etc. Et demander à cet algorithme d'intelligence artificielle de nous proposer des gabarits. Ça ne veut pas dire que ça remplace l'architecte ou l'urbaniste, hein. Ça veut dire que ça nous propose des solutions, qu'on va choisir les 4, les 5, les 10 meilleurs pour aller plus vite. Et à partir de ça, on va faire notre travail d'architecte. L'intelligence artificielle et le generative design vont être aussi intéressants parce qu'on va définir des objectifs, par exemple surface par bureau, etc., quantité de lumière qu'on veut recevoir, la valeur du bruit, etc. Et ces algorithmes vont vous proposer différentes solutions comme ce que vous voyez à l'écran, des dispositions de bureau, le facteur de lumière du jour
idéales, comme ce que vous voyez à l'écran, les parcours ou les vues à l'extérieur du bâtiment, la circulation qu'on pourra obtenir de manière idéale. Après, on a des choses beaucoup plus simples avec la programmation visuelle, mais très puissantes, qui vont nous permettre d'aller récupérer les données du BIM pour optimiser un calpinage, par exemple ici, de murs rideaux pour un projet d'immeuble de bureau, excusez-moi. Toujours à partir des informations dans les maquettes BIM, on va pouvoir calculer les performances énergétiques du bâtiment. Vous voyez à gauche, le petit widget vous indique le coût moyen énergétique annuel. Donc, en fonction de ce qu'on va modifier sur la forme du bâtiment, ici on a le facteur de lumière du jour, et bien on va voir évoluer les performances de notre bâtiment, ce qui nous permet de prendre des bonnes décisions. Toujours le même bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, on va pouvoir faire des calculs de ce qu'on appelle de simulation fluide dynamique, donc étude de vent, pour voir finalement s'il n'y a pas des désagréments particuliers liés à la forme de ce bâtiment, du bruit au niveau du sol, etc. Mais aussi, pourquoi pas, placer des éoliennes pour récupérer de l'énergie, pour faire des bâtiments énergie positive. Et on pourrait aussi sélectionner les faces comme ce que vous voyez à l'écran et demander aux algorithmes de calcul de nous faire des calculs de radiation solaire, comme ce que vous voyez à l'écran, ce qui permettrait de définir quel type de matériaux on va mettre, quelle épaisseur, si on met des panneaux solaires, etc. En période de Covid, il est important de maîtriser la distanciation entre les personnes. Donc là, vous voyez qu'on est dans un aéroport type avec une affluence, on va dire, normale. Et ici, on peut schématiser les zones de sécurité pour chacune des personnes. Et du coup, on voit qu'ici, on a clairement des conflits à cause justement de la surcharge de l'aéroport. Et du coup, on pourrait totalement définir, vous voyez ici, on a une nomenclature à gauche qui nous indique les gens qui sont à risque potentiellement. Et du coup, on pourrait définir des schémas pour une meilleure circulation à l'intérieur du bâtiment et mesurer en temps réel ces choses-là. Toujours dans le domaine du risque, on pourrait éviter les maladies nosocomiales ou les non-qualités des bâtiments. Ici, vous voyez, on a l'air, l'extraction de l'air à l'intérieur d'un hôpital. On pourrait déplacer les bouches d'aération pour éviter qu'elles se retrouvent sur la tête du malade ou sur la tête des équipes soignantes. Donc ça, c'est très, très important. Aussi, ce qui est intéressant avec le BIM, c'est pouvoir simuler le départ d'un incendie à gauche au niveau de la cuisine, à droite au niveau de la cheminée, voir où est-ce qu'on pourrait mettre finalement les évacuations de ces fumées pour éviter qu'il y ait des catastrophes, des gens qui soient asphyxiés comme c'est arrivé dans la tour Grenfell en Angleterre. Et du coup, on peut simuler vraiment différents types de catastrophes. Un autre type de catastrophe, c'est le débordement des rivières. Ici, vous voyez qu'on a modélisé la ville de Paris et on a simulé la grande crue du début du siècle pour voir quelles zones pouvaient être affectées et du coup, quel type de solution on pouvait prendre avec donc là une solution qui s'appelle InfraWorks qui nous permet de simuler justement le débordement d'une rivière. On pourrait aussi simuler, bien entendu, des tremblements de terre. Ici, on est en Californie. On pourrait simuler ici, on est sur une infrastructure, vous voyez un pont, la manière dont il va s'écrouler et éviter la catastrophe de gêne. Et en plus, si on couple ça à des capteurs et en temps réel, on voit dans la maquette ce qui se passe sur le bâtiment, ça peut être très, très pratique. Toujours en termes de catastrophe, on pourrait aussi simuler l'évacuation d'urgence de personnes, voir les points noirs dans le bâtiment, là où on risque d'avoir des bouchons et justement potentiellement des catastrophes humaines si on n'arrive pas à évacuer les gens. Donc ça, c'est très important pour la gestion des risques. Le BIM, il va être intéressant aussi en phase gestion et maintenance. Vous voyez tout en bas à droite, on peut voir en réalité augmentée ce qu'il y a sous les planchers techniques. Mais si en bas à gauche, vous voyez aussi tous les réseaux VRD qu'on a, par exemple les gares souterraines aussi, etc. Donc ça va vraiment être très pratique et ça va vraiment être un véritable avantage. Le BIM, je vous ai parlé de ces informations. Et bien finalement, avec les informations qui sont dans les maquettes BIM, on peut pivoter des machines à commande numérique pour couper les aciers, préparer des pré-murs ou des
prédale, donc demander à des robots de venir positionner tous les aciers, ensuite venir déverser la quantité précise de béton et ensuite venir positionner sur le camion pour aller les livrer sur le chantier. Et bien entendu, le gros avantage de tout cela, c'est qu'on va pouvoir taguer les éléments. Donc, on va imprimer des étiquettes QR code qui vont permettre de savoir où précisément on va déposer les choses. Enfin, sur le chantier, le BIM, il est intéressant parce qu'il va permettre de gérer tout ce qui est suivi du chantier suivi d'exécution. Donc, on pourra prendre des photos au cas où, vous voyez ici, les ouvriers auraient oublié, par exemple, de mettre ici l'extracteur de ventilation. Donc, ça pourra être envoyé directement aux équipes pour qu'il y ait une modification. Et aussi, on voit de plus en plus sur les chantiers de gens utiliser des tablettes, que ce soit des iPads ou Android, pour se rendre compte, finalement, on est habitué à avoir des plans 2D, mais si on a la possibilité de voir en 3D, ça nous permet de mieux comprendre le projet. On sait que c'est toujours compliqué sur les chantiers, d'avoir toutes les informations, les propriétés des éléments dans la maquette et de faire aussi des mesures pour contrôler que ce qu'on a construit est bien conforme à ce qui avait été prévu au bureau d'études. Enfin, la partie sécurité très importante. Donc, vous voyez ici, le chef de chantier va définir les zones dangereuses sur le chantier. Les ouvriers sont équipés d'équipements de protection individuelle, vous voyez, et dès que la personne va rentrer dans la zone, ça va flasher, ça va vibrer, et du coup, le chef de chantier va pouvoir arriver et éviter qu'on ait des accidents qui soient catastrophiques. Enfin, pour conclure, le BIM, il est super important et c'est pour ça que les maîtres d'ouvrage se l'approprient énormément. Il est super important, pour la partie jumeau numérique, pour l'exploitation et la maintenance du projet. Donc, vous voyez ici, on va être capable en temps réel de voir tous les capteurs et les senseurs dans le bâtiment. Ce sont ces petits points verts. Là, ce sont des capteurs d'électricité, d'activité, ça pourrait être de température, de pression à l'intérieur du bâtiment. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir détecter les valeurs d'humidité dans un bâtiment, les valeurs de température, et on pourrait actionner, éteindre à distance des équipements, toujours pareil, et on pourrait aussi, vous voyez, donc se promener à l'intérieur du bâtiment, voir les valeurs de température avec ces dégradés de couleurs, là la température à un endroit particulier, et ici des senseurs et des capteurs pour finalement les boîtiers électriques. Donc voilà, en fait, c'était un tour d'horizon de tout ce que le BIM en maîtrise d'œuvre pourrait vous apporter, aussi bien en phase conception qu'en phase chantier, exploitation, maintenance. Je vais maintenant laisser la main à Rahul pour la présentation qui suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Maintenant, on va passer à mon collègue Rahul qui va nous donner la valeur ajoutée du BIM dans la maîtrise d'œuvre. Bon, I'll pass over to you, Rahul. Thank you very, very much. My apologies in advance. I'm going to present in English because of my lack of knowledge in French language. So my apologies. If you have any questions throughout the presentation, please feel free to put them in the chat box, as Richard said earlier, and we would be happy to pick up during the Q&A session. Emmanuel took us through a very exciting journey of BIM technologies, and I'm sure most of you who are on the call have some understanding of BIM and know that to implement BIM successfully in your business, you need three main ingredients. You need three main things: technology, people, and processes, right? And Emmanuel took us through a wonderful journey, from the 2D, 3D, BIM, reality capture, analysis, doing massing studies, using iPads and cloud-based technologies, as well as, collaboration technologies, to connect, professionals from around the world working on the same project, So
it's BIM is about, as Emmanuel rightly said, yes, technically it stands for building information modeling, but it is about better information management, right? And in this session now, I would try and take a process angle to BIM now, whilst Emmanuel took a technology angle to BIM. As BSI, we, as Richard said, we, support the global construction industry through the standardization efforts, and we led the world's first BIM standards in terms of PAS and BS standards, which now became almost 4 parts. ISO 19350 became international standards, and 2 other are in the development phase, part 4 and part 6. But we're not going to go into the history of standards and what have you. I'm going to go straight into the challenge and the business value of BIM for design consultants. But before we look at the business value, I just wanted to set the scene and just remind all of us that what is that industry challenge that we are facing, and the strategic challenges are quite rightly highlighted by Emmanuel at the beginning of his session, in terms of rapid urbanizations, and by 2050 we will have almost double the population. We also have a challenge in terms of labor productivity, in terms of productivity in general in our sector, built environment sector. And one of the reasons why we are facing this challenge is, you can see here, and this one is a slightly outdated report, 2018, but still one of my favorite analysis and survey from the industry, with almost 600 participants. Construction Disconnected report produced by PlanGrid and FMI back in 2018. And this one is still quite relevant and resonates quite well with me, having spent time with, working with architects. I also worked for main contractors in my, career, and this resonates quite well. That almost, around, 35% of the time we spend is in non-optimal activities, either looking for project information, or dealing with the conflicts or clashes either on site or during designs, or dealing with rework or mistakes, and that's quite loss for the industry, and that's quite staggering number as well, almost 35%. And if I just look further into this report, you can see that the top 3 reasons, in terms of why this is a challenge, in terms of, information and spending time on non-optimal activities. The first and foremost is poor communication amongst the project stakeholders. And I'm sure most of you can relate to this if you are, a design consultant and working with your project stakeholders, and your daily communications and the gaps that you might have sometimes, and the issues that it causes with respect to design problems, right? So number 1 is about poor communication. Number 2 is about lack of responsiveness of data or information delivery, right? So again, it's about that being proactive in terms of, and being responsive to that data and information delivery on time, so it's the right information to the right people on right time, kind of that thinking. And the second the third most important reason and root cause is the accuracy of available data and information. And again, having worked with architects for a number of years, I can relate this very well as well. Is this drawing the latest revision? Am I working with the latest revision of the schedule, door schedule, window schedule? Am I working with the latest general arrangement plans? When I'm on site, are the contractors working with the latest approved issued for construction drawings?
these are the things that we go through on a daily basis, right? And we always, that have that worry, on our mind about the accuracy of the drawings or the deliverables or the schedule that we are working with, right? So that is another reason why, when you saw that in a previous slide, about almost 35% of the time we spend, non-optimal activities. And the whole, idea behind BIM, or better information management, is to actually overcome this practical issue that we are facing in the industry. Of course, the overall outcome that we are aiming towards is about improving productivity in our sector, improving cost and time in terms of project deliveries, but also responding to that rapid urbanization, as Emmanuel mentioned in his presentation. So with this challenge in mind, I just wanted to set the scene. With this challenge in mind, back in a couple of years ago, ISO sort of launched this ISO 19650, a suite of standards. It is about information management. This suite of standards is about information management, and when it comes to information management, there are two primary things in terms of information management: organization of information information in terms of structuring information in a systematic way, right? And then digitization of information management, right? So this whole suite of standard ISO 19650 is fundamentally about organization of information management or information, and digitization of information. And it has at the moment, part 1, part 2, part 5, and part 3, and part 4 and 6 are under development at the moment. But we're not going to go deep into the technicality of the standards in today's webinar. Today is more about looking at, okay, what is that industry challenge, what is the framework we have available, and most importantly, the business value of BIM for design consultants. So if you're an architect, if you are a structural engineer, or any other design consultants, landscape architects, civil engineers, then you can relate this to yourself. Now, one more thing I wanted to highlight to you from standards perspective, and where this whole whole information management processes and standard is leading us to. As you can see from the diagram, which is taken from the ISO 19650, information management internal layer here, which is where ISO 19650 supports, in turn supports better project management, better asset management. And we all know that the value of BIM is more in the asset management and facilities management than just the design and delivery. We know that, right? But overall, it's more about organizational management, organizational resilience. And you can see here how information management is sort of directly linked with the project management, as well as quality management and resilience, and therefore resilience of your business. So this ISO 19650/BIM or information management is directly related to your business performance, business resilience, organizational management as well. With that in mind, what are the benefits, or what is the business value of BIM for design consultants or designers, right? So I'll go straight into that. And what I have done is I've lifted, some of the key sort of benefits or value add for design consultants or designers. I'm sure there are many more, and our Emmanuel had already highlighted plenty of the benefits and advantages as well. But the first and foremost that comes to everybody's mind, when implementing BIM for the first time, is about improving productivity. Being a lot more agile in terms of optioneering your design, as we saw in Emmanuel's presentation. There are many technologies out there that allows you to do and generate, like hundreds and thousands of design ideas and options in sort of a matter of minutes and hours, which could have maybe taken traditionally
around days and weeks and months to do, right? So it's about improving productivity. It is where you see the first benefit, and true value for your business if you're a design consultant, right? But if we look at strategically, there are many other advantages of BIM and ISO 19650 and information management for your business too. The next one I would like to highlight is better quality assets. Now, it's very easy to say that, okay, better quality assets. And of course, the quality of assets has many things, you have to consider, not just how you go about designing things, but how you go about designing and how you coordinate your design, how you communicate your design to the contractor, to the trade contractor, has a big impact in the final quality. Because if the design is well coordinated, if the design is well communicated, and if the contractors and trade contractors get all the right information on right time, then there are more chances of getting things right for the first time. And we all know from our own experiences, maybe, if you've done, your own projects in your own house extension, I've done my own house extension, we know when we do any even simple DIY at home, if we get something right first time, it's perfect. If we have to take it apart and rework and stuff like that, then it's always, there is a chance of not getting the right quality, right? So this better design, coordination, and and communication leads to ultimately better quality assets that we can be happy to live in and and operate and so forth. We also saw some wonderful examples of stakeholder engagement, and nowadays living in this this pandemic experience, post-pandemic experience, and this digital world, we all experience these digital ways of working a lot more than we used to do pre pandemic. And what BIM and ISO 19650 allows you to do, once you have that information, that you can technology is advanced nowadays. Emmanuel mentioned Unity game engine, and there are many other technologies out there that allows you to take your design and put that into some kind of immersive environment, whether it's virtual reality or augmented realities, or or mixed realities. There are different types of realities there, right? Of course, there is a real reality, which is the world around us, but you can use those virtual realities, immersive environments, take your designs into it, and have better engagement with your clients, with your design team, with your user groups as well. Sometimes, say, if you are designing hospitals, for example, you can have better engagement with doctors and nurses and the user groups and communities. Same with the mixed use schemes or residentials. You can have better engagement with potential tenants or buyers. So stakeholder engagement is very enhanced, I would say, using the BIM methodologies. The next one is about what we have seen from our experience globally, working with other businesses, that design consultants have started offering additional services over and above their traditional design services. Digital services they have started offering using BIM and so forth. And the trend, the way it is progressing currently, that the clients are actually lot more interested, not only just design and delivery part of BIM and digital, but lot more interested in building their digital assets, right? And call it digital twin, call it BIM for asset management, but the developers and the clients and asset owners are very interested in building and achieving their digital twin, or call it the digital assets. And this is where designers have started sort of stepping up in terms of not only supporting the project teams and the clients in terms of information management throughout the project, but also supporting them in building that call it digital twin sort of services as well. So that is another trend we are seeing from designers perspective.
they've started offering it as a service as well, and therefore it's an additional revenue generating work stream. Let's not forget this, this is a big challenge. Climate challenge is a real challenge that we all face around the world, right? And how can we support that from designers community point of view, designers perspective? How can we support that circularity principle in design right from day one? How can we get the design calculations and analysis and performance analysis right, so that the buildings and the assets perform as designed, right? And we can bridge that gap between the actual performance versus the design performance, right? And also, can we produce designs in such a way that can be prefabricated, that can be offsite manufactured, designed for manufacture and assembly, for example. All of these things contribute to that sustainability, reducing waste on site, and contributing toward that climate action that we are all actually responsible for taking from the sector perspective. So sustainability is a number one actually value add from designers perspective, because designers can make big impact in terms of the way you design, the way you go about incorporating sustainability principles, circularity principles, DFMA, the offsite manufacturing principles into designs, right? So it helps you promote that sustainable design options and ideas relatively quickly compared to the traditional workflows. We already talked about the prefabrications, offsite manufacturing, modularizations, and BIM helps designers to embed that design for manufacturing approach right from day one of their designs, and therefore you can contribute toward that sustainability agenda and carbon reductions and net zero targets and so forth as well. Emmanuel talked about generative designs, computational designs, and we saw some wonderful examples as well. And I'm sure most of you would have seen that too in your day-to-day sort of working environment. And BIM, once you have that data-rich 3D model created, it allows you to actually generate different versions or options or ideas of your design. It also helps you optimize your facades, for example, and therefore supports in that waste reduction as well as cost and productivity improvement agenda as well, for example. So BIM helps you a lot in terms of, in my experience, in terms of design optimizations, and running various options, whether it's for facades or whether it is for MEP systems or structural analysis and structural systems and frameworks. It helps you optimize either the structure, the MEP systems, building services systems, or facade, or architectural elements as well. In terms of we talked about business improvement, right? Ultimately, what you want is your business to continuously be more and more resilient. And when we say resilient, yes, you have some events like pandemic where you have your business plans in place, how you respond to that pandemic situation, but also you have clients and various number of projects where you have different stakeholders and the changes that occur in your designs and projects, and how quickly you can respond to those changes to meet the needs of your clients, of your immediate clients, of your of your project stakeholders, and therefore make your business a lot more resilient in terms of being proactive, responding to the client demand, the government mandates, and so forth. And BIM used properly can help you improve overall your business resilience and improve that time, cost, quality of your project delivery, design and delivery as well. Now, I'm mindful today that we only have a limited time
and we can go on and on about articulating the value of BIM for designers. But these are some of the top benefits or value add that I wanted to highlight. Of course, there are many more, and I'm sure that you can add a lot more to this conversation as well. And I'm really looking forward to that conversation towards the end of this webinar as part of our Q&A as well, and say, okay, what else? What other benefits do you see as a designer that BIM can add to your business, right? Of course, the coordinations and so forth. So these are some of the key business value, and value add from designers' perspective. In order to realize, most of those benefits or value add, um, again, I'll go back to now ISO 19650 in the next few slides. I'd like to highlight your role as a designer, and I understand that in different countries the procurement works in a slightly different way. But if we look at the international ISO 19650 framework, there are three key roles articulated very, very clearly in ISO 19650. Appointing party, typically they are asset owners, whether it's a public sector or private sector, like the government departments or private sector, developers, right? Typically they are the appointing party, as a client, overall appointing party, I mean. You have the lead appointed party. Typically they are architect or structure or MEP, depending on the type of the asset. But design consultants and main contractors depends on also the stage of the project. If you are in an early design phase, then you would have the lead designer, either architect or structural engineer or MEP, leading the overall design depending on the type of the asset. And during the construction, of course, it is a main contractor, and then main contractor leading with other trade contractors and subcontractors. And then you have appointed party. And the appointed parties are typically trade contractors, manufacturers, inspectors, and all other project stakeholders that you can think of, right? So I'd like you to, if you have looked at the ISO 19650, then of course you would understand these three roles. If you haven't, then I think this is the first step in terms of understanding your obligations, understanding your role very, very clearly in a project that you perform, because that then defines your functions. So for example, you have a lead appointed party functions, and these are typically design consultants, to begin with. Of course, then the main contractor takes over. And what are the key functions that they perform in order to realize those benefits and offer that BIM-based design? So first and foremost is about cascading information requirements. And when I say that, it's about appointing parties to a client sets out information requirements, and then you as a design consultant will have to cascade that information down to the other design consultants and other stakeholders in the design program, because you are responsible leading the design team. You are also responsible then for collating the information that other designers and stakeholder gives, and coordinate that, and in terms of compiling it into like a one coordinated set of designs deliverables, right? Whether it's drawings or schedules or so forth. You would be also part of your ISO 19650 obligations, establish and communicate the federation strategy. Now federation meaning how do you break down the project in a different way so that you can exchange information in a structured way, but in packages, in portions of the project if it is a large project. You are also required to establish a clear communication strategy, that how the project stakeholders are going to communicate with each other. As a lead appointed party, as a design consultant, you would be also enforcing the procedures for managing the information and the common data environment, according to ISO 19650. So this common data environment, CDE, is a very big part of ISO 19650 and how project stakeholders communicate and collaborate. Coordinating information production, obviously, you as an architect, if you're an architect and say, it's a given project,
if you're leading, then you are obviously coordinating with structural engineers and MEPs and other project stakeholders, developing and updating the overall master schedule for information delivery. Coordination issues, so if there are any coordination issues that's the structural engineers or MEP can't resolve on their own, for example, then you as a lead designer, architect, or lead appointed party, you will be helping them to resolve those coordination issues. And it may involve some type of training or coaching to the project teams, right? So these are some of the key functions as a lead appointed party, as a design consultant, that you will be required to perform according to ISO 19650. In order to perform these functions, there are the skills required. You need to have minimum skills in your business to perform those functions or roles. And the first and foremost is about coordination, right? So you as an architect or a lead designer, you'll be leading on meetings, you would be leading the designs and resolving the clashes and issues in terms of design. And so these are the technical skills you need to have. Then the information management, in terms of the common data environment processes, in terms of the structure of that CDE, in terms of the simple thing like the naming convention, further structure, everything, and you need to lead on those things as a design consultant or lead appointed party. Interface management, obviously you as a lead architect or a lead appointed party, you would be managing the interface between the architectural elements, structural elements, and building services elements, right? So, and others as well, civils, landscapes, underground utilities, and so forth as well. Information generation, of course, you would be producing your own architectural specific information, as well as you'll be guiding structure and MEP project stakeholders to also help them and guide them in terms of their own discipline specific information management. And then of course you will be producing your own architectural specific task information management. So your task is architectural, for example, or a lead designer, and you produce your discipline specific information too. So these are some of the key skills expected of you as well in order to perform those roles and in order to actually realize some of those benefits that we talked about and value add for your business in terms of sustainability, in terms of the business growth and so forth, and productivity. And so with that, I'm almost done. I don't want to bore you and and fill you death by PowerPoint, but I would like to leave you with a final thought, and that thought is about BIM and ISO 19650. And if I have to summarize the whole BIM and ISO 19650 in just 3 words, those 3 words are here on screen. BIM or ISO 19650 is about improving collaboration between your project stakeholders. So that's number 1. Number 2 is about enhancing communication. How do you communicate your designs so that you have audit trail of information, and you always have the latest information, available everybody, and that is improving communication. And the third and the last word I would like to say is consistency. You get consistent approach to information management using ISO 19650, irrespective of which project you're working on, or with, or geographically dispersed team in different countries. You get a consistent approach to information management once you adopt ISO 19650, right? So these are the 3 C's of BIM. I would like to say that you should keep in mind, BIM is all about improving collaboration, communication, and consistency in order to realize those business benefits to you. With that, thank you very much for listening in, and I look forward to the Q&A now. I hand over to Richard now. Richard, over to you. Thank you very much, Rahul. Can I ask Emmanuel? Emmanuel, est-ce que tu peux allumer ton webcam?
Voilà, Oui. super. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va passer à une séance de questions-réponses. N'oubliez pas que tapez votre question dans le chat à côté dans le fichier GoToWebinar. Et puis, on va commencer à trier des questions. Bon, il y a quelque chose qui arrive. Je pense que c'est une question pour Emmanuel. Bon, en fait, c'est deux questions. Un, le BIM n'est-il intéressant que pour les grandes sociétés et les grands projets? Non, alors c'est une bonne question. Non, c'est ce que je disais justement dans ma présentation, hein. Le BIM, il est très intéressant aussi bien pour les TPE-PME que pour les grandes sociétés ou les grands projets, mais pour les tout petits projets, il est tout à fait adapté, hein. Dans ma présentation, je montrais notamment la Villa Ledoux. C'est une petite agence d'architecture de 2 personnes, qui a tout réalisé, qui réalise en général tout elle-même. Donc le scan même, ce qui est assez exceptionnel, le travail sur les nuages de points, etc. Donc ça, c'est l'exemple vraiment d'une TPE où on a 2 personnes qui sont capables de tout gérer. Bon, il y a une question d'investissement, hein, bien entendu. Et en termes de taille de projet, ben là, on avait l'exemple du tout petit pavillon, ou alors de la rénovation des 552 pavillons, et l'exemple extrême de la Gensler Tower, comment dire, à Shanghai, pardon, de la Shanghai Tower à Gensler. Donc non, le BIM est adapté vraiment à toutes les tailles d'entreprise et toutes les tailles de projet. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Attendez, il y a quelque chose qui arrive. Je pense que c'est une question pour Rahul. As an architectural practice, how can I start on my BIM journey? Any tips? Thanks, Richard. Very good question. Yeah, loads of tips actually. I can, and I'm sure Emmanuel can share that too. His experience, working. But having worked with architectural practices in the UK, I would say start with a small project. Select one of your pilot projects, and first of all, set out your why. Why do you want to do BIM in your business, right? So understand that very clearly and set out that as, okay, these are the reasons, the value that you want to add, but also what are the outcomes that you want to achieve by implementing BIM? Is it just purely design coordination, or is it to enable digital twin for the project, or more than that, right? So understand why. First of all, establish that very clearly. Also allow enough time, because the first few projects that you do, you will be transferring your 2D workflows and 2D object library into 3D parametric objects and BIM objects, right? So you need to also allow time in terms of building your BIM object libraries, okay? And then allow time in terms of setting up templates, in terms of producing drawings, plans, elevations, sections, and so forth. So you need to allow enough time to build templates that can produce similar sort of, if not better looking drawings from your BIM model, right? So these are the things that I think you need to consider in terms of establish your strategy first, why, but also from operational point of view, allow enough time for you to actually set it up properly. Otherwise, if you approach BIM in an ad hoc way, then I've seen some examples where people think, oh, BIM is not working for me, but because they didn't allow enough time and they didn't think it through, that how to approach BIM. So allow yourself good time. Also, do not underestimate the power of training. So go for training as well, proper training, structured training programs, right? Yes, nowadays you can pick things up from YouTube or some other sources, but nothing is better than proper training. So
get a proper structured training on technology, but as well as processes, ISO 19650 and others as well. So strategy is very important. Allow time, get proper training as well, and of course allow some budget as well, because you will have to invest upfront in terms of technology and software, hardware, and so forth as well. So these are some of the ingredients in terms of the allow time, allow some budget, think about training, and first of all establish your strategy and why do you want to do BIM in your business. Okay. Thank you, Rahul. En fait, Emmanuel, j'ai un deuxième qui arrive. En fait, cette petite extension de la première question. En fait, concernant, est-ce intéressant que pour les grands groupes et grandes sociétés, mais pourquoi est-ce aussi important de passer au BIM? Alors en fait, c'est très important de passer au BIM parce que bon, même si pour l'instant en France on n'a pas encore d'obligation de facto du gouvernement, on ne sait pas ce qui pourra arriver déjà dans les mois ou je dirais les années à venir. On peut très bien avoir une obligation d'utilisation du BIM sur les projets publics. Premièrement, il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrage privés qui demandent à ce que leur projet soit fait en BIM. Ça veut dire que si on n'est pas prêt à travailler en BIM, ça veut dire qu'on s'exclut de facto de la possibilité de répondre à des affaires. Et même pour une petite agence d'architecture qui voudrait participer à des concours à l'international, hein, par exemple dans les pays nordiques, au Royaume-Uni ou même en Italie, hein, où le BIM est obligatoire, si on n'est pas prêt pour le BIM, on ne pourra pas y répondre. Et par ailleurs, le BIM, comme vous avez pu le voir sur nos deux présentations, celle de Rahul et la mienne, apporte tellement d'avantages, beaucoup plus d'efficacité, des projets de meilleure qualité, une construction plus rapide, etc., que ce sera vraiment dommage de passer à côté. Et par ailleurs, il faut vivre avec son temps, hein. C'est-à-dire que bon, dans les voitures, on a des GPS, on s'en sert pour aller d'un point A à un point B. Pourquoi continuer à travailler de manière extrêmement, on va dire, classique, alors qu'on peut optimiser son temps, la qualité de son travail. Donc c'est vraiment, c'est une question aussi de survie, parce que il y a de plus en plus d'autres maîtrises d'œuvre, de toute façon, qui sont passées ou qui sont en train de passer au BIM, et si vous ne le faites pas, ben, vous risquez de vous faire disrupter à un moment ou à un autre, et je pense beaucoup plus rapidement que ce qu'on imagine. Merci beaucoup, Emmanuel. I've got another one coming through here. Just see. I think this one will be for Rahul because it's in English. How can we, or why should we, implement BIM if the majority of our clients don't even ask for BIM at the moment? Thanks, Richard. I think this is very easy one to answer after, especially after today's session. You would have seen plenty of evidences why. How, I'll answer second, but why is I'll ask three questions back to the delegate and the audience, that do you want to improve profitability of your business? If the answer is yes, consider BIM, right? Do you want to differentiate your business in the market? The answer is yes, consider BIM, I would say, in my experience. Do you work globally? And as you would have seen in Emmanuel's presentation, one of the slides had the global map and all the countries with BIM mandates, right? And I think that was 2 or 3 years old. Now we have many more the countries on board as well. So this is exponentially increasing in terms of the BIM mandates or guidelines at a national level in many countries, right? So and if you are considering not only working in France but also globally and want to compete in the global market, then consider BIM as well. If you have any net zero or sustainability targets for your business, which all businesses should have and have,
to my knowledge, and UN SDG goals as well, towards sustainability goals, right? Development goals. You want to improve that sustainability, footprint of projects, then consider BIM as well. So there are many reasons why, I would advise, don't wait for client to mandate, because if you reach to that point, then you are too late. If you haven't implemented BIM and your client mandates for it, then you are sort of reacting to it. So it's up to you and your business. Do you want to be a reactive business or you want to be a proactive business? If the answer is latter, and you want to be proactive, then BIM is something that, if you haven't started already, just get onto it. So that's why I think part of the question, how is I've already articulated in my first answer that consider some of the things and why you want to do it. Allow some time to develop not only templates and BIM object libraries, but also processes. Also, you would need to establish BIM based project delivery processes in your business, depending on the role that you play. Also allow resources, in terms of time, cost, people. Consider training as well. So these are some of the things that you should consider in terms of how you should implement BIM. But why is very important, and the sooner you embrace that why, and look around the world, and majority of the businesses are already on the journey, maturing in the journey, then I think you should just get onto that journey and implement it. Yeah, thank you. Thank you. J'ai une question là pour Emmanuel, mais bon, c'est une question très longue. Je vais, bon, avec mon bon accent français, je vais essayer de le dire. Bon, le BIM est un processus collaboratif, mais si je vois le monde actif, on a toujours des problèmes en IFC, interopérabilité. Je m'explique. Un géomètre dessine un relevé sur un logiciel, par exemple Revit. Un architecte intervient dedans par contre, ce dernier travaille sur un appel sur notre logiciel, Allplan, par exemple. L'architecte, donc, de cas, il doit redessiner tout son projet. Ma question, c'est quoi le problème? Je pense que la question concerne ce que tu dis dans la présentation, Emmanuel, sur justement cette interopérabilité. Oui, entre des logiciels. Alors bon, c'est une bonne question, mais la réponse est dans la question. C'est-à-dire que effectivement, on ne sait pas parce qu'on travaille sur des logiciels différents, que ce soit Revit, Allplan, Archicad, etc., qu'on va avoir à redessiner. C'est justement l'objectif du BIM et l'objectif du format d'échange interopérable ouvert IFC, c'est de pouvoir échanger entre un logiciel A et B, etc. Après, il y a un niveau de compétence à acquérir sur finalement dans tel cas de figure, quelles options je vais cocher pour pouvoir exporter correctement mon modèle pour qu'il soit lisible dans tel cas de figure par un autre intervenant du projet, qu'il soit géomètre ou qu'il soit bureau d'études ou qu'il soit entreprise, et qu'on ait le moins de problèmes possibles. C'est toute la subtilité, je dirais, et l'objectif de l'interopérabilité. Mais il ne faut pas oublier que le format, c'est ce que je disais, l'Open BIM, le format IFC, c'est un format d'échange et pas un format de travail. Donc, on va récupérer effectivement une maquette qui va nous servir de base, en fait, de vue de référence pour effectuer des choses ensuite dans notre D'accord. Merci. Now, here's a question for Rahul. I know it's for you, Rahul, because it's in English. Thanks for your presentation. When you say the BIM is based on 3 axes, human, process, and technology,
we have the solution about the technologies and humans, but for the processes, we haven't. Sorry, I was on mute. I would slightly disagree with that. I think, yes, there was no, sort of universal consensus on processes up until ISO 19650 came about. So for processes, now you have ISO 19650, which is a common reference point now globally. No matter which country you go to, you got ISO 19650 that spells out clearly about processes, right? I mean, not all processes, of course, but the key processes that you need for better information management. So you got that framework already in place. So my advice would be look at ISO 19650, in detail, clearly. It helps you establish, common processes. Yes, you have human, people part, you have technology part universally, and the missing piece was process, and this is where the ISO 19650 plays a role, key role. So it is there. Okay. Yeah, because the common theme between your presentation and Emmanuel's, it's the sharing of information, how to share it, coordinating that sharing, and developing it all. So it's a fascinating question. Bon, pour l'instant, je n'ai plus de questions dans le chat. Bon, si vous avez une question, n'hésitez pas de le taper dans le chat et puis on le posera tout de suite. On va attendre encore quelques instants, mais peut-être d'abord, we could have a quick roundtable in English, Emmanuel, with Rahul about the benefits of adopting BIM for the maître d'œuvre and the designer, and the advantages that he has, que ça soit en langue anglaise ou française, peu importe. So you like me to start, Richard? Please, yes. Ok, bon, je vais peut-être le faire en français, oui, pour oui. l'audience française. Donc, comme vous avez pu voir dans cette présentation, que ce soit sur la partie, comment dire, théorique et stratégique qu'a pu présenter Rahul, vous voyez bien que c'est effectivement adopter ces nouveaux processus, organiser l'entreprise pour pouvoir les mettre en place, mettre les moyens, etc. C'est extrêmement important. Et tous les outils, tous les moyens sont là. En plus, on peut s'appuyer sur des bonnes pratiques qui existent, que BSI a développé notamment autour de la norme ISO 19650. Donc, on ne peut plus dire que ce n'est plus possible comme on le faisait il y a quelques années finalement. Donc, vous avez aussi compris que c'est stratégique pour finalement la performance et la compétitivité d'autres sociétés. C'est pas parce qu'on est une TPE-PME qu'on n'a pas le droit à envisager plus de performance, à être beaucoup plus profitable, etc. Les Britanniques parlent beaucoup et les Anglo-Saxons de return on investment. Il faut aussi réfléchir à ça. C'est-à-dire que souvent, on est freiné parce qu'on se dit ça coûte cher, va falloir du temps, va falloir se former, etc. Et on a tendance en France à réfléchir en termes de coût. C'est vrai que le coût est important, mais il faut aussi voir la partie return on investment, retour sur investissement. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus efficace face aussi à vos concurrents, etc., de faire de meilleurs projets et aussi de vous permettre de répondre à des projets auxquels vous n'auriez jamais songé pouvoir répondre auparavant. Donc, je pense que c'est vraiment une question de société, de changer la manière dont on pratique son métier, quel que soit le type de maîtrise d'œuvre. Bon, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine de l'AEC, l'architecture, de l'ingénierie, de la construction. J'ai vu les choses évoluer, j'ai travaillé sur des tables à dessin et j'ai constaté
que ce soit pour les professionnels que j'ai eu la chance de suivre au fil du temps, etc., que finalement, cette numérisation, elle est vraiment bénéfique. Elle permet vraiment d'être plus efficace, de faire son travail de manière beaucoup plus agréable et de susciter de l'intérêt dans l'écosystème de l'AEC de manière générale. C'est très, très important. Mais je vais peut-être laisser Rahul lui donner son opinion. Okay. Any thoughts, Rahul? You're on mute, I think. What was the question, Richard? Basically, we were talking about the not the benefits, but the reasons to move to BIM, and all the advantages that building information modeling or bring to a small company, a medium company, or a large group. Yeah. Well, again, I would just like to repeat what I said, during the business value of BIM slide during my presentation. There are plenty of business benefits. That whether you're a small architectural practice or design consultant or medium or large, you can all have those benefits, and these are the reasons. I think overall, as Emmanuel mentioned in his talk as well, that you have some of the big strategic challenges we are facing as an industry and globally is rapid urbanization, the productivity challenge, but also sustainability and climate change is a real threat to the humans, and humankind. So those are the three top level sort of strategic reasons why designers should embrace BIM, in terms of supporting us, the industry in those scenarios. From your business perspective, obviously, you got to look at your role, your type of projects that you do. If you are just only doing, say, refurbishments or the roads and rail projects, or is it just the residential projects, so you need to establish your why, right? Looking at the global framework and some of the business value add that we articulated today in our talk as well. You need to maybe unpick some of those and apply to your own business and say, okay, well, I am a small, architectural or design consultant practice, and these are the reasons why I want to embrace it. It may be that the geography that you operate in has a government mandate. It may be that your client is mandating BIM or have started mandating. It may be that your competitors have started using it and winning more projects. So look at your external sort of drivers, look at the internal drivers why you want to use, and make a decision based on that, I would say. Okay. Merci beaucoup, Rahul. Bon, je regarde dans le chat. Bon, n'hésitez pas de taper une question si il y a quelque chose qui arrive pour poser à Emmanuel ou Rahul tout de suite. Sinon, on va peut-être passer à la conclusion. On est peut-être un peu en avance, mais si je vois rien qui arrive dans les 30 secondes qui arrivent, moi je pense qu'on pourrait même passer à la conclusion. Bon, on a bien vu deux présentations. Ah, il y a une question qui arrive. Attendez, deux secondes. D'accord, attendez, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vu. Oui. C'est une petite question pour Emmanuel. Quand vous dites mettre les moyens pour développer le BIM en entreprise, à l'heure actuelle, comment peut-on vendre ces études en BIM? Alors, tout dépend si le projet. Alors, quand on discute avec les agences ou les bureaux d'études qui ont implanté le BIM, je dirais que c'est pas forcément quelque chose qu'elles vont. On va le vendre
comment dire, enfin, philosophiquement parlant, c'est-à-dire qu'on va vendre la qualité du travail qu'on effectue et le fait qu'on travaille de manière moderne, numérique et avancée. Après, c'est vrai qu'il y a souvent des questionnements de ce type-là, c'est-à-dire comment est-ce que je peux éventuellement me faire payer mes prestations en BIM, etc. Ça se faisait beaucoup à la limite à une époque, ça se fait de moins en moins parce que il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent en BIM, donc ça paraît aux donneurs, ça peut paraître déplacé pour des donneurs d'ordre qu'on vienne leur demander de payer les prestations en BIM, ce qui peut être éventuellement payé entre guillemets, rémunéré, rémunérable, c'est plutôt comment dire, des cas d'usage de pointe. C'est-à-dire que demain, par exemple, vous êtes architecte ou bureau d'études, vous pouvez tout à fait dire à votre maître d'ouvrage, eh bien moi, je vais vous vendre un jumeau numérique de votre projet. Bon, ça nécessite un certain travail parce que c'est plus que ce que je fais traditionnellement pour la conception du projet, sa construction, etc. Je peux vous proposer un service supplémentaire qui va vous coûter, alors ça peut être un forfait ou ça peut être quelque chose de ce type-là. Je vous vends cette prestation-là. Donc là, on va pouvoir mettre en avant effectivement la valeur ajoutée que ça rapporte. Mais aller dire effectivement un maître d'ouvrage ou un donneur d'ordre, ben moi je travaille en BIM, donc ça vous coûtera X euros en plus, etc. C'est quelque chose qui reste assez, on va dire, assez compliqué. De toute façon, on y gagne parce que si on gagne du temps, forcément le retour sur investissement, il est là de facto, parce que si on produit plus vite son projet avec moins de moyens, enfin, moins de temps, moins d'argent et que c'est beaucoup plus efficace, ben forcément on a déjà gagné. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était une question très intéressante pour moi, parce que c'est vrai, dans un marché en France où l'exécution du BIM n'est pas exigée, comment un petit fabricant, un petit prestataire de services peut vendre les services très importants. Je pense que j'ai une dernière question qui arrive. Oui, bon, c'est pas une dernière, mais j'en ai une autre. Attendez 2 secondes. Oui. D'abord, je poserai la question en langue française à Emmanuel, et puis après, je vais le traduire à Rahul. Comment faire comprendre aux différents intervenants que le BIM n'est pas seulement une 3D et que le format IFC n'est pas une maquette de modification, mais elle est une MN de référence. Je ne sais pas ce que ça veut dire, MN. Maquette numérique. Ah, d'accord, merci. Maquette numérique de référence. C'est une bonne question. Moi, je sais que je discute régulièrement avec que ce soit des AMO BIM ou des bureaux d'études ou des agences d'architecture qui ont parfois du mal à faire comprendre à la maîtrise d'ouvrage tous les apports que peut amener le BIM. Il faut être, il n'y a pas de secret. J'y pensais pendant la présentation de Rahul. Il faut être didactique, il faut le répéter en permanence, il faut leur expliquer, comment dire, très logiquement, très rationnellement, par A plus B, comme ce qu'on a pu faire finalement. Que oui, si vous faites une simulation thermique dynamique par le biais d'un modèle BIM, vous aurez des résultats tout de suite. C'est pas comparable à essayer de faire une STD en rentrant des données à partir d'un fichier Excel, etc. La valeur ajoutée du BIM, elle est évidente. La communication du projet, c'est une évidence qu'avec la 3e dimension, la 4e dimension avec le temps, on va tout de suite mieux comprendre le projet. Après, sur les notions de expliquer que le format IFC, c'est une maquette numérique de référence, c'est juste un format d'échange. Ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que malheureusement, pendant plusieurs années,
on a fait croire aux professionnels du secteur que BIM était égal à IFC, alors que BIM, c'est un processus, IFC, c'est l'un des formats d'échange. Donc, il y a quand même tout un travail qu'il faut continuer à faire. Le format IFC est très important, il est clé, il est central, mais ce n'est pas la fin, si vous voulez, c'est un moyen. Donc, c'est un travail de pédagogie à faire au quotidien. Et je dirais, pour conclure par rapport à tout ça, je pense que si dans les écoles, on commence justement à enseigner toutes ces choses-là en formation initiale, ben, je pense qu'on aura franchi un grand pas pour que ce soit les futurs professionnels qui viennent aussi expliquer aux maîtres d'ouvrage existants ou aux donneurs d'ordre que finalement, le BIM, c'est bien plus subtil que ce qu'on imagine. Merci beaucoup, Emmanuel. J'espère que cette réponse a bien répondu à la question posée. Now, I might need your help, Emmanuel, in translating that for Rahul, because I'd like his input as well. Basically, Rahul, the question was, how can you make the different people involved in BIM understand that it's not just a 3D impression, but that the IFC for the IFC format is not a work format; it's an exchange standard. Okay. How can we make all the stakeholders of the project understand that that BIM is more than 3D, and it's not only about IFC, but it's a global process, etc. How can we show the added value of BIM? How can we explain this to the decision makers? It's a very thoughtful question, and the only way I can think of is to the decision maker is to educate them on the value of information, right? Not the drawings, not the 3D models. Of course, the 3D models help make see the design, but it's more about the information. And I think the only way you can sort of get the buy-in from the decision makers, from the clients, is to actually educate them, show them, that what the better information management looks like, right? Of course, you can run webinars or you can run, presentation to them, but until they see in reality, clients want to see it, right? Touch and feel. Until they see in reality on their own projects that look, the value of information that they're getting, right? Traditionally, they will be getting, the set of drawings, the set of deliverables, and then during the construction, towards the end, commissioning and handover, they would be getting O&M files, operations and maintenance files, and all the PDFs and documents, like a printed document. Now, if you can show the value of information gathered during the design and during construction and as part of handover, you are, giving the data rich, sort of BIM model, whether it's an Excel spreadsheet or an online database or IFC file, that has all the asset information, especially the maintainable assets, right? If that information you can show to the owner, they can see the value of it, right? That, okay, and you don't have to wait until the project finishes. Of course, you can, use sort of other industry examples and case studies and show them that, look, this is how you can capture information right from day one, all the way through to design, procurement, construction, and handover. And from handover, they can take that information into operations and asset management as part of the strategic, management, of the asset processes. So there are many benefits that you can demonstrate to the client, not only just the design and sort of delivery part of it. Okay, thank you very much, Rahul. Bon, j'ai une dernière question. Si Emmanuel, tu peux le répondre en moins de 2 minutes, on y va. C'est très court. Et quel est en moyenne le nombre de projets pour avoir un retour sur investissement? Wow. Oui. C'est une
C'est une bonne question, mais ça peut varier d'une société à une autre. Ça varie en fonction de sa taille, des moyens, etc. Mais en moyenne, quand on commence, en général, quand on commence l'intégration du BIM dans une société, je vais prendre l'exemple d'une agence d'architecture. En gros, il faut savoir qu'on a, pendant quelques mois, on va avoir une perte de productivité qui est tout à fait normale parce qu'il faut le temps de s'habituer aux nouveaux processus, à la nouvelle manière de travailler, etc. Mais logiquement, donc c'est pas une question de nombre de projets, c'est plus une question de temps. Enfin, les deux sont liés, mais je dirais qu'on redevient productif au moins au même niveau qu'avant, et bien sûr ça automatise plein de choses et du coup on y gagne au bout de 6 mois, mais on peut être sûr qu'au bout d'un an déjà ça va être rentable et qu'effectivement on aura un bon retour sur investissement. Et petit à petit, au fil du temps, parce que ce qu'on va faire au début va être relativement entre guillemets simple, etc. Mais au fil du temps, on va pouvoir ajouter des cas d'usage pour faire de la réalité virtuelle, gérer des nuages de points, etc. Donc petit à petit, on va enrichir les compétences et du coup, le retour sur investissement sera de plus en plus important. Mais je dirais c'est entre 6 mois et 1 an. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. If you can all three now keep your webcams on, please. On va passer à la conclusion. On passe, oui, voilà. Et puis, bon, d'abord, j'aimerais bien remercier beaucoup Emmanuel Di Giacomo, Business Development Manager, EMEA, BIM, écosystème et architecte de division AEC de Autodesk. Et j'aimerais bien remercier beaucoup mon collègue Rahul, Shah, Sector Development Director EMEA of Built Environment. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était très intéressant. En fait, après avoir vu le vôtre, Emmanuel, quand on parlait des 3 événements majeurs dans la digitalisation industrielle. Pour moi, j'étais présent dans les années 90 avec le CAO, entre le planche à dessin puis le CAO. Et puis maintenant, on parle de lean manufacturing, on parle de Six Sigma. À l'époque, on parlait de MRP, MRP2. Mais c'est énorme comment ça a changé depuis 20 ans, 25 ans. Mais bon, merci beaucoup pour vos présentations. Merci à vous, merci à BSI, merci à vous, Richard, merci à Rahul et merci à toute l'organisation pour ce webinaire très, très intéressant. C'est toujours un plaisir de faire des webinaires avec vous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, Emmanuel. And you as well, Rahul. Well, thank you, Richard, for having me, and thank you very much, Emmanuel, for the wonderful, thoughts and leading on the conversation on behalf of BSI. Thank you, Emmanuel, and yeah, of course, thank you, Richard, Cyril, Sophie, the team behind the webinar, making it happen, and yeah, lastly, thank you to all the the participants, the delegates, the audience, who actually spent your time, 2 hours listening in and actively participating. So thank you. Ok. Bon, si on passe à la suivante. Et puis, je pense qu'il y a un derrière. Peut-être pas. Bon, ce que je veux dire par... Oui, on revient en arrière, Cyril, juste pour quelques pensées finales. Oui, les pyramides digital. Ça commence avec la fameuse révolution industrielle 4 qu'on est en train toujours de subir. Le BIM, ça fait partie. Et puis tout est lié entre elles. Nous sommes tous connectés par des produits connectés. On partage des informations, on partage des données sur différents formats pour l'instant. Mais BSI peut vous accompagner dans toutes ces étapes jusqu'au sommet
avec des grandes villes dans le monde qui cherchent des certifications Smart City. Et puis ça existe. Nous sommes là pour vous accompagner avec une certification ISO 19650, par exemple. On peut vous donner des formations ISO 19650. On est capable de vous aider avec de certifier vos produits connectés pour des fabricants. Et puis nous sommes vraiment impliqués dans cette révolution digitale que nous sommes en train de subir. Bon, maintenant en passant sur l'avant-dernier slide. Bon, voilà, pour nous connecter, pour nous contacter, il y a toutes nos informations là. Le plus simple, bien sûr, de contacter Emmanuel, je pense que ça sera sur son blog apcdblog.fr que nous connaissons tous. Et puis vous avez là l'adresse email de Rahul. Mais bon, dernièrement, j'aimerais simplement vous dire merci beaucoup de vous avoir connecté sur cette conférence. Bientôt, dès que c'est prêt, vous allez recevoir un petit lien pour que vous puissiez regarder encore une fois la présentation et puis avec quelques informations supplémentaires. Mais tout ce qu'il me reste à dire maintenant pour des personnes qui restent, c'est bon appétit et merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Thank you very much. Merci. Bye bye. Thank you. Goodbye. Bye. Bye.